Et retour sur le plateau de prolongation pour évoquer avec François Engoulevent ce qui s'est passé depuis l'édition 2010 de la Route du Rhum qui était partie il y a tout juste un an, ce lundi 31 octobre. L'année dernière, c'était un dimanche, 13h02 lors du départ. Vous l'avez vu dans le documentaire. Puis on parlera évidemment à venir ensemble, voir est-ce qu'on repart ou non. Mais bon, on garde ça pour tout à l'heure. Déjà, François, quelle image forte reste de ce périple, de cette aventure 2010, même en dehors du film? L'image forte de ce périple, c'est dur d'en sortir une. Il y en a toujours 3 ou 4 qui sortent. Il y a le moment du départ, qui est une période quand même particulière, un peu sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'on part avec l'Atlantique devant soi tout seul, on laisse plein d'amis sur le bord sur la terre. La famille. On laisse la famille, on sait ce que ça représente pour la famille, cette contrainte, en fait, cette séparation. Donc il y a une part d'inconnu, même si on y est préparé et qu'on sait que tout est fait pour que tout se passe bien. Il n'empêche qu'il y a ce moment émotionnel qu'on peut pas occulter. Le pendant, c'est l'arrivée, qui reste un moment qui a été un super moment. Les dernières 24 heures ont été assez extraordinaires, tant sur le plan de la navigation que sur mon tour de Guadeloupe la nuit, l'arrivée le matin. Là, on retrouve les amis et la famille. Une belle bagarre avec le concurrent qui arrivait juste derrière moi. Ça, c'est aussi des belles images. Et puis après, il y a plusieurs images pendant la course qui restent gravées, des moments un peu magiques, des moments... les couchers de soleil notamment. Des couchers de soleil, des moments comme ça, mais d'autres moments où on se dit que quand même quelle chance on a d'être là, de vivre ces moments-là et d'en profiter. Alors en même temps c'est un peu égoïste de dire ça parce qu'on est tout seul à les vivre, mais je pense que ce qui a je suis content d'avoir pris du plaisir et d'avoir profité en fait de cette traversée et de l'avoir vécu comme j'avais envie de la vivre, tant sur le plan compétition, il y a eu du match, il y a eu du jeu ouvert avec des stratégies météo qui étaient super intéressantes à faire, à vivre, donc j'espère qu'elles ont été aussi intéressantes à suivre à terre avec du suspense associé qui rajoute du piment dans tout ça, et puis avec des moments de navigation, des conditions météo qui permettaient de faire bien fonctionner le bateau, avec tout ça, voilà. C'est pas une image qui reste, c'est plein de souvenirs qui fait que... Sur le plan sportif, sinon, 31e place, c'était un peu la déception quand même. Vous espériez mieux au départ? Oui, j'espérais mieux, pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. J'espérais être plus près de la moitié, c'est-à-dire plus près des 20-25. J'espérais plutôt être du bon côté des 25 que du mauvais côté des 25. En même temps, peut-être que c'est ambitieux pour ma part d'annoncer cet objectif-là d'emblée, compte tenu du fait que je reste un amateur, que le bateau est plus tout jeune, mais à la limite c'est pas forcément une excuse, que j'avais un temps d'entraînement qui était limité. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut mettre en considération. Avec le recul, je ne regrette pas le choix de route que j'ai fait. Je pense pas qu'un autre choix m'aurait conduit à un meilleur résultat. Et en tout cas, il m'aurait conduit à un résultat qui aurait été similaire, et sans le piment du suspense, parce qu'il y avait moyen de... Le pari, c'était que les alizés se mettent en place dans le bon timing par rapport à mon passage pour la 3e semaine. Ça s'est pas mis en place comme ça. Ça se serait mis en place comme j'avais espéré que ça se mette en place. Il y avait moyen de faire... L'objectif d'être dans les 20-25 était prenable sans problème. Alors, on va faire un petit peu d'explication de texte, oui. Parce qu'on l'a vu dans le film, pour les non-initiés, des termes comme pétole à l'horizon. Ça, c'est un problème de vent, c'est ça? Ouais, la pétole, dans notre jargon, c'est il n'y a pas de vent, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien, ça devient très mou. Alors, ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a on zoome un peu sur moi et on sent bien que ça cogite. Je dois cogiter à ce moment-là. On passe par une quantité d'interrogations. On a beau avoir des modèles météo qui nous disent voilà, il n'y aura pas de vent pendant 3 heures, 4 heures. Ces 3-4 heures, elles paraissent très longues.
Et surtout, on se pose la question, mais est-ce que ça va vraiment durer 3 heures? On espère que ça dure moins longtemps. On a peur que ça dure plus longtemps. Est-ce que les petits signes qui font que le vent revient dans le sens arrivent? Et donc, c'est pas des périodes reposantes puisque on cogite beaucoup. Et physiquement, c'est pas fatigant parce qu'il n'y a pas d'effort physique, mais nerveusement, on a du mal à se libérer. On est un peu tendu. C'est pas des périodes très faciles. Et autre explication de texte, encalminé. On est dans les calmes. Voilà, on est arrêté dans les calmes. Alors il y a 2 moments, il y a eu quelques périodes de calme, pas tant que ça sur cette traversée. Il y a un moment donné qui a été dur à vivre, je crois que ça transparaît un petit peu devant le film, mais encore il y a des passages qui ont été censurés, c'est des commentaires que je peux faire. Ce fameux jeudi... jeudi noir. Le jeudi noir, ouais. Autant les phénomènes de calme avant avaient été anticipés dans les modèles et je savais que j'allais tomber dans des périodes de transition, autant celui-là je ne l'avais pas du tout anticipé, pas vu, et c'est arrivé avec ce phénomène-là, ce temps d'arrêt pendant cette journée-là. Je ne suis jamais totalement arrêté en fait, mais il y a des moments où j'avançais vraiment presque pas, alors que moi je m'étais préparé à aller beaucoup plus vite, et là, à partir du moment-là, les jeux étaient faits, je savais que je serais pas mieux 31, et là ça a fallu le temps de le digérer. Il a fallu des messages de soutien extérieur qui me disent mais 31 c'est une belle performance, pour tu lâches du bateau, etc. Et quelqu'un, voilà, en gros des gens extérieurs m'ont mis les pieds un peu sur terre en disant fallait pas rêver, t'allais pas faire 15e avec ton bateau. On peut le dire, le bateau a été imaginé, conçu début 2000, c'est ça? Le dessin, le plan date de 2000-2001, on a commencé la construction en 2001, effectivement, il a été construit de façon amateur avec les élèves de l'ISMAN, l'école d'ingénieurs qui est là-haut, là sur le campus. Et c'est vrai que si on remet tous ces projets dans ce contexte-là, ça reste extraordinaire. On a fait un bateau avec des élèves qui ne savaient pas construire un bateau, on a fait un engin fiable, qui est quand même capable de traverser l'Atlantique en 22 jours et 31e place sur 44. Donc ça veut dire que et 10 ans après avoir été conçu, dessiné. Ça veut dire que le travail d'architecte fait il y a 10 ans était plutôt pertinent pour que 10 ans après ils soient encore un petit peu dans la course, que la construction a été proprement faite, proprement menée, pourquoi pas dire proprement encadrée, puisque Tout à fait. et puis ramener en reprenant cette vision globale du projet, ça reste une aventure extraordinaire d'avoir fait tout ça avec ce bateau-là qui sort de cette école qui est au Mans, qui est quand même pas tout à fait au bord de la mer. Dites-moi, il faut être scientifique pour pouvoir naviguer finalement, parce qu'on vous voit faire des calculs avec la météo. Alors, je fais pas tant de calculs de ça, j'analyse des calculs, ouais. Alors là où une culture scientifique peut aider, c'est que tous ces modèles sont basés sur un certain nombre d'hypothèses et comment on fait le lien entre le modèle numérique et les hypothèses et la réalité qui nous environne. Après, on a aussi beaucoup d'informatique à bord, en particulier pour la gestion des pilotes automatiques. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être compensé dans leur utilisation un manque de pratique de journée sur l'eau par mon approche scientifique pour les calibrer, les régler, les exploiter. Mais après, non, c'est pas indispensable d'être scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ingénierie et de systèmes technologiques embarqués, oui. Alors, vous n'avez pas fait que la navigation, parce que vous parliez du pilotage automatique. Justement, vous faisiez des recherches en même temps avec différentes sociétés concernant le pilotage automatique nouvelle génération, avec beaucoup plus de paramètres. De quoi s'agit-il en fait? Expliquez-nous. Bon, alors, un pilote automatique, on va dire standard, on lui donne une consigne de cap, c'est-à-dire de direction, et son travail, c'est de suivre cette consigne. Alors maintenant, il y a plein de perturbations autour, des vagues, du vent qui va changer, ou pour un bateau moteur des vagues, peu importe, il y a des perturbations qui font que le bateau va s'écarter de ce cap. Et le petit calculateur voit qu'il y a un décalage par rapport à la consigne et fait une correction pour ramener dans la consigne. Après, on peut faire évoluer les pilotes, et donc nos pilotes sur nos bateaux, en 2006, j'avais déjà un pilote comme ça, on va rajouter un petit capteur qui va mesurer une partie des mouvements du bateau, qui intègre ça comme paramètre supplémentaire pour que la correction fasse plus vite. C'est-à-dire que ce capteur voit un mouvement du bateau, et va anticiper le fait que ça va le décaler, et donc corriger un peu plus tôt. Et là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin,
C'est-à-dire qu'on a des capteurs qui vont mesurer les mouvements du bateau dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire en vertical, en horizontal, devant et sur le côté. Les mouvements, les accélérations, les vitesses. Et tout ça, c'est intégré dans le calculateur. Pour là encore, l'idée, c'est d'anticiper au mieux, appréhender que tous les paramètres de mouvement du bateau qui peuvent fausser la consigne soient corrigés le plus vite possible pour garder la trajectoire le plus rapidement, le mieux possible. Avec encore en plus, dans mon cas, des petites astuces avec des GPS, là aussi nouvelle génération, qui sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que sur un bateau, un GPS standard, il donne la position, on va dire, toutes les secondes, ce qui est déjà extraordinaire. Là, ma position et vitesse du GPS sont actualisées, c'est 10-15 fois par seconde. Ça veut dire que la mesure de vitesse GPS peut être exploitable dans le calculateur. C'est-à-dire qu'on intègre dans tous les calculs de paramètres, par exemple, la vitesse de la vague. Et cette nouvelle technologie va être à disposition de tous, pratiquement les bateaux, parce que vous travaillez aussi avec les multicoques. En discutant avec les fournisseurs, alors donc ça veut dire que tous ces paramètres, on peut jouer avec. Donc on a des petits réglages sur nos boîtiers, on peut dire on va donner plus de poids à ça, moins de poids à ça, plus de poids à ça, et pour avoir le pilotage le plus fin possible compte tenu des conditions. Sauf que les retours d'utilisateurs, c'est ah oui, mais ça devient un peu casse-tête à régler votre truc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui se calibre au mieux des conditions en permanence et de façon. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille avec ce fournisseur d'électronique à Lorient. Alors la première étape, ça a été de... Donc moi, j'avais pas tous ces artifices, j'avais le pilote avec tous les paramètres qu'on règle à la main. L'objectif, c'était de m'imprégner de son fonctionnement. Ensuite, à mon retour pendant l'hiver, le bateau est équipé avec 2 boîtiers enregistreurs. Il y a eu des navigations qui ont été faites pour voir comment tout ça réagissait. Les laboratoires en question intègrent tout ça. Et on va pouvoir mettre en application les nouveaux algorithmes compte tenu de ces retours d'expérience. Et après, moi, ma nouvelle contribution, c'est comparer le nouveau par rapport à ce que j'ai comme vécu de l'ancien. Bien sûr. Et, puis et donc on n'est pas encore tout à fait à cette étape-là. Là, il faut intégrer les algorithmes dans les boîtiers. Et après, on dit que c'est pas scientifique, tout ça. Et puis, vous avez penché également alors, sur de nouvelles poulies, les nubs. On en a 3 là sur la table. Alors, je vais essayer de les monter. C'est assez petit, hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y en a 2 là. Alors, c'est en gros, ça va coûter 10 à 15 fois moins cher. Actuellement, il faut compter 150-200 euros. Pour certaines poulies, oui. Alors, et là, à 10 euros, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est le résultat d'une cogitation de moi et du voilier qui fait les voiles du bateau. Le constat, c'est qu'on a des poulies à très haute gamme sur nos bateaux de course, qui intègrent des technologies, plein de technologies, elles ont des roulements à billes, elles ont des superbes rendements, et on a des tas d'applications où le fait d'avoir des roulements à billes ne nous sert à rien. Et on paye cette technologie-là pour rien. Et à un moment donné, on a poussé le concept jusqu'à ce qu'on peut imaginer quelque chose qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus simple pour faire une poulie ou pour faire la fonction de poulie dans cette application-là. Et on est arrivé à ça. C'est-à-dire que c'est une pièce, une petite boule avec 2 gorges opposées. D'un côté, on a la fixation, ça fait office de poulie. De l'autre côté, le cordage, au lieu de rouler sur une roulette qui tourne, il glisse. Ce sont des matériaux avec des propriétés mécaniques qui permettent et de supporter les efforts requis. Ça pèse 5 grammes, ou 7 grammes peut-être, je ne sais plus celle-là. C'est capable d'encaisser plus de 4 tonnes d'efforts. Alors que celles actuelles font 150 grammes, c'est ça en gros ? Va faire 100... Oui, alors c'est ça, pour 15 euros, on va encaisser 5 tonnes, alors que les poulies qui encaissent 5 tonnes, il n'y en a pas tant que ça déjà. Et ça va coûter 150, 200, 300, 400, il y en a qui montent à 700, 800 euros, certaines poulies, si elles sont plus grosses. Et l'idée, c'est de remplacer, et de gagner du poids, parce que c'est pareil, les poulies, voilà, on va remplacer une pièce de 5 grammes, va remplacer une pièce de 200 grammes. Et puis après tout, si on peut dépenser 20 euros au lieu de 200... Et puis là, on retrouve votre domaine de prédilection. Et là, on retrouve le domaine d'ingénierie dans lequel je travaille à peu près tous les jours. Et donc ça a conduit, cette réflexion a conduit à se dire, mais après tout, on n'est pas que... Il n'y a peut-être pas que nous qui sommes intéressés par ce genre de choses. Et donc ça a conduit à un dépôt de brevets, un dépôt de modèles, la recherche
fabricants industriels, comment industrialiser ça, comment le distribuer. Et puis ça peut générer de l'emploi, et ben tant mieux. Ça va être mis en service Alors là, on est en phase finale de développement de matériaux. Alors, j'ai eu ces éléments-là, c'est des prototypes que j'ai utilisés sur le bateau pendant la route du Rhum. On ne doit pas trop les voir sur les images, mais j'en avais à bord une quinzaine qui ont été testés à différents postes, à différents endroits. Donc ça nous a permis de faire un retour d'expérience sur leur fonctionnalité, où tout est positif. Notre premier choix de matériaux, a priori, s'use un peu trop vite à notre goût. Et donc plutôt que sortir un matériau imparfait, on est reparti avec d'autres solutions qui permettent d'avoir d'autres trucs un peu marrants, des éléments transparents. Mais au-delà de ça, l'idée c'est de trouver le matériau qui va correspondre au mieux. Donc on est en phase finale, donc on a plusieurs choix maintenant dans les derniers tests. L'idée étant de le commercialiser début 2012. Très bien. Alors depuis la route du Rhum, il y en a une autre course, notamment entre le 17 et le 21 juin. C'est le record Saint-Nazaire Sainte-Marine. Non pas en solitaire, mais avec Pierre Lodès, justement. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, oui. Oui. La saison n'a pas été extraordinaire cette année. Il y a eu plusieurs départs de course. Et pour la première fois, plusieurs fois où j'ai abandonné. Effectivement, ce record SNSM entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine, les conditions météo étaient dynamiques, on va dire. Il y avait un peu d'air, il y avait un peu de vent, un peu un vrai crachin breton. Mais ça partait plutôt bien. Et puis on a déchiré la grand voile, ce qu'on appelle exploser, c'est pas vraiment le terme, mais elle s'est déchirée de part en part, pratiquement en haut. Et ben on a abandonné parce que sans grand voile, on ne peut plus faire grand-chose. Le bateau est manœuvrable, on peut naviguer, c'est-à-dire qu'on est rentré au port par nos propres moyens, mais il n'y a plus aucun intérêt sportif, plus aucun intérêt... Voilà, on était parti pour faire une course. Si c'est pour arriver une demi-journée après les derniers, et puis... voilà, tout ça, pourquoi à partir du moment où on n'a plus le potentiel du bateau, donc voilà, on est rentré, la grand voile a été réparée. Ça illustre aussi le fait que le bateau a vieilli, le matériel vieillit avec le temps. On a des matériaux de haut niveau, mais qui souffrent au soleil, qui souffrent cette grand voile-là, elle a fait plusieurs transatlantiques déjà. Elle en était à sa 3e saison, elle avait fait la route du Rhum, elle avait fait avant Québec-Saint-Malo, elle avait fait pas mal de choses, elle a un gros vécu. Voilà, ça fait partie. On a tendance à dire quelquefois que c'est aussi un sport mécanique et que même si on essaie de l'éviter au maximum, la casse fait partie non pas du jeu mais des risques. Voilà. Alors c'est frustrant pour tout l'équipage qui est à bord quand ça survient. C'est peut-être encore plus frustrant quand on emmène quelqu'un à bord comme Pierre Lodès qui venait là pour découvrir un peu la course au large avec en perspective une nuit. On avait une bonne nuit, une nuit et 2 jours de course. Il faudra remettre ça. Il faudra retrouver une occasion. Voilà, alors justement, on parle de l'avenir, il nous reste 5 minutes à peu près. Vous nous disiez à votre retour de la route du Rhum, ça y est, c'est la dernière, c'est fini. Là, c'est plus vraiment le cas, on le sent bien. Ah oui, vous êtes aussi catégorique que ça? Non, peut-être pas, mais c'est vrai que vous laissiez sortir que bon... Mais aujourd'hui, on sent bien que vous avez envie d'y retourner dans 3 ans maintenant. Oui, j'ai envie d'y retourner, c'est vrai. Maintenant, je peux pas le cacher. En même temps, quand je reviens sur le coup, la nature humaine est particulière. On ne garde que les bons côtés. Sur le coup, on en revient avec quand même tout l'engagement que ça représente, le travail que ça représente est encore bien présent. Voilà, faut le temps de se reposer. Ça demande tellement de choses qu'on ne peut pas décider à la légère. Oui, on y retourne. Surtout que c'est pas mon métier de faire ça. Ce serait mon métier, la question se poserait même pas. Et là, vous seriez peut-être en train de m'interroger sur dans 15 jours, il y a une transat qui part du Havre avec des classes 40 au départ et j'y suis pas. Je vais aller les voir, enfin, pas le départ, mais je vais passer au Havre voir un peu mes collègues de la classe 40. Bon, j'en suis pas frustré parce qu'en même temps, je sais l'engagement que ça représenterait d'être au départ et en fait, je positive en me disant que pendant tout ce temps-là, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, donc ça représente tout ça. Mais l'idée d'y être en 2014 fait son chemin, effectivement, et c'est je commence à dire que c'est envisageable que j'y sois. Alors maintenant, le plus dur à convaincre, c'est la femme, les enfants? Probablement... sur le plan humain, oui, parce que... Sûr, ouais. Alors, c'est un peu réducteur de dire ça, parce qu'en même temps, pour faire cette course-là, ça demande un engagement financier, donc ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires financiers. Mais
À la limite, ça sert à rien de les démarcher, de construire une histoire si on n'a pas un soutien familial fort, compte tenu de l'engagement que ça représente. Et donc la première étape, c'est effectivement d'avoir ce soutien familial pour se relancer dans cette aventure et recommencer une troisième fois. L'idée faisant son chemin, maintenant c'est envisageable. On commence à se faire à l'idée. Les enfants évidemment sont repartants. Oui. Peut-être qu'ils ne mesurent pas tout ce que ça représente en termes d'engagement. Mais après, maintenant, au-delà de ça, il faut construire la refaire, mais la refaire dans quel objectif, en racontant quelle histoire, pourquoi quoi. Avec déjà un nouveau bateau. Pas faire voilà, après, c'est la première question qui se pose, c'est ça, est-ce que je la refais avec le même ou pas avec le même? Alors qu'est-ce qui est envisageable? Ancien ou nouveau? Ma conclusion actuelle, c'est de me dire, je suis pas sûr d'avoir envie de la refaire si c'est avec le même. Non pas que ce bateau-là, j'apprécie pas, que je renie toute l'histoire, c'est que justement, ça demande un tel engagement que faut peut-être passer une étape supérieure. Maintenant, faire la transat pour faire une transat, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'énergie? Se redonner un nouveau challenge, aller plus loin, viser le top 10 ou le premier quart ou le premier tiers, c'est un challenge qui commence à être un peu plus motivant pour moi, et puis au-delà de ça, plus motivant aussi pour des partenaires financiers. Quelle histoire on vendrait avec ce bateau-là, à part on va dire que c'est le bateau, il était là à la première route du Rhum des classes 40, etc. C'est peut-être pas simple à commercialiser. Par contre, partir sur un nouveau challenge avec un nouveau défi, capitaliser, moi, l'expérience que j'ai prise sur ces 2 transats pour essayer de faire mieux sur une troisième, avec effectivement un bateau qui me permette de jouer en exploitant toute cette expérience, là, ce serait un défi qui serait intéressant. Donc maintenant, il faut mettre le compteur à rebours dans l'autre sens. Pour y être en 2014 sur un bateau neuf, idéalement, il faudrait le mettre à l'eau quelques mois avant, on va dire 6 mois avant. Ouais, on rajoute un an de construction, donc ça fait, on se retrouve début 2013. Et donc ça veut dire que la décision, il faut entre maintenant et fin 2012, construire cette nouvelle histoire sur qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, comment on la vend, quel budget on rassemble pour faire ça. Pour savoir si fin 2012, on dit, on appuie sur le bouton en disant ça y est, on part, on déclenche tout, ou on n'a pas les conditions ne sont pas réunies pour être au départ. Donc vous laissez encore un an, c'est ça en gros? Il y a un an, en fait, pour avoir une chance d'être au départ en 2014, il faut dans l'année qui vient, il faut travailler à construire ce projet. Construire le projet, ça veut dire. J'imagine que vous l'avez déjà peut-être en tête. Construire. Alors, ça veut dire sur le plan architectural, il y a déjà des dessins, il y a déjà du design qui a été dit, il y a déjà des voies architecturales qui sont prises, effectivement. Mais quand je parle de construire le projet, c'est le construire dans sa globalité, c'est-à-dire aussi le financer. Oui, parce que Conseil général et des fermiers de jouets qui vous soutenaient, qu'en est-il? Alors, ils seraient repartants. Il y a plusieurs entreprises, la plupart des entreprises seraient partantes. Alors maintenant, c'est plus le même budget de partir sur un bateau neuf ou un bateau ancien, mais certains sont prêts à... On peut trouver des modalités d'organisation entre tout le monde, sans ce que ce soit à peu près harmonieux. Moi, j'ai plusieurs engagements moraux, parce qu'il n'y a rien d'écrit, sur le fait qu'ils sont prêts à repartir dans l'aventure, dans l'hypothèse d'un bateau neuf, avec un nouveau challenge, un nouveau défi, etc. Pas forcément tout le monde, mais en même temps, il y en a d'autres qui sont prêts aussi à venir. Donc là, il y a plusieurs scénarios envisageables. En tout cas, on voit que vous avez les contacts, donc que c'est plutôt bien engagé quand même. On peut imaginer que c'est en train de se construire. Ça sera en classe 40, toujours? L'idée, c'est de rester en classe 40, oui. En plus, vous êtes le président de l'association des classes 40. Alors, déjà, je ne vais pas renier. L'idée, c'est de continuer à contribuer au développement de cette classe-là encore. Alors, oui, en classe 40, alors non pas que passer sur d'autres catégories ne serait pas des challenges intéressants, mais si on regarde un peu dans le paysage, après, c'est les monocoques IMOCA 60. Aller naviguer sur ces bateaux-là me passionnerait, mais là, ça devient un métier, et j'ai pas forcément envie de changer de métier. Je veux que ça reste un plaisir, une passion. Donc, la classe 40, c'est un bon compromis pour nous, amateurs, qui avons un métier à côté. Ça reste déjà des bateaux suffisamment techniques, suffisamment passionnants à faire fonctionner et à gérer. Non, j'ai pas fait le tour de la classe 40 encore. Je suis pas frustré, blasé d'être en classe 40. Très bien. Merci à François Engoulevent d'avoir été notre invité pour cette émission spéciale. On se dit rendez-vous dans un an pour avoir les plans du nouveau bateau. Promis, quand tout est officialisé, je reviens vous voir. Ça marche. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Prolongation reprend sa forme habituelle avec notamment une table ronde consacrée au Mans FC. Excellente semaine.